Alors, au-delà de l'aspect technique et descriptif que je vais vous présenter, je tiens quand même à souligner que ma présentation s'inscrit plus dans une volonté d'élever les consciences à la nécessité de faire valoir certains concepts tels que la multimodalité, le réseautage, l'intelligence collective. Et en soi, je vais vous développer avec le maximum de détails que me permet le temps alloué, la zone logistique de Dixter, qu'on a inaugurée le 22 mars passé. Alors, en début de présentation, j'aimerais quand même faire valoir cette notion de zone extraportuaire. Alors, cette notion-là peut revêtir plusieurs formes. En Algérie, on a la notion de magasin air dépôt temporaire. On a la notion de port sec qui a été érigé en mars 2011. On a la notion d'entrepôt public et privé. Mais au-delà de ces aspects-là, il y a plusieurs éléments communs. En fait, c'est des espaces qui se situent à l'extérieur du port, qui peuvent être périportuaires ou là à l'intérieur, très éloignés du port. Et en fait, les fonctions sont quasi identiques à celles d'un port maritime. Vous avez de la manutention, vous avez de l'entreposage, vous avez de la livraison. Mais néanmoins, quelques prérequis opératoires se dessinent. À l'instar des infrastructures intermodales, ça veut dire une connectivité par voie routière, par voie ferroviaire, voire même par voie fluviale. Et vous avez des activités telles qu'un port maritime, ça veut dire que vous avez du dédouanement, du groupage, du dégroupage, vous avez de la maintenance, vous avez tous les auxiliaires de contrôle aux frontières qui s'installent pour pouvoir dédouaner et permettre la sortie des marchandises, que ce soit en import ou là en export. Le socle commun de ces différentes on va dire, définitions, c'est d'aller vers cette notion-là d'intermédiation. Intermédiation entre réseaux qui vont permettre de faciliter et de fluidifier le passage des marchandises. C'est un petit peu le socle commun de toutes ces installations qui peuvent, je vous disais, prendre plusieurs formes. Alors, à titre prospectif, on va parler d'une notion qui n'existe pas encore en Algérie. C'est la notion de plateforme logistique. Vas-y. Alors, quel est le rôle logistique, justement, de ces plateformes? Alors, au-delà de décongestionner le port, ça veut dire réduire un petit peu la pression qui s'exerce sur le port, on s'installe dans une logique qui a pour vocation de diminuer les ruptures de charge. Ça veut dire actuellement les ruptures de charge sont supportées par les ports et on a pour ambition de transférer ces ruptures de charge vers des installations plus propices à permettre justement le développement de certaines activités connexes. Actuellement, au-delà du transit au niveau du port, on n'a pas des activités liées par exemple à l'emballage, au conditionnement, au montage de certains produits. Ces zones logistiques-là, extraportuaires, à l'instar de la notion de pôle logistique ou de plateforme logistique, devraient permettre justement aux opérateurs économiques d'aller au niveau de ce passage-là, venir avec une solution de greffer justement une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est porteuse d'efficacité dans les délais, aussi bien au niveau du port qu'au niveau de ces installations-là, est porteuse également d'une valeur ajoutée en termes d'efficience, puisque on peut faire gagner l'opérateur économique, d'autant plus même à l'export, on peut permettre une meilleure gestion du vide et permettre justement d'avoir une solution d'appoint pour remplir les conteneurs et se mettre en connectivité avec le port de transit. Alors, bien sûr, j'en ai parlé, réduction des coûts, créer une connectivité régulière avec les ports, et notamment en développant davantage le transport ferroviaire, et je reviendrai tout à l'heure pour vous annoncer quelques éléments. Allez-y. Alors, il y a un cycle d'évolution naturelle de ces installations-là. J'imagine que nous-mêmes, nous devrons passer par ce cycle d'évolution. On peut commencer par juste, on va dire, un terre-plein dédié à une activité de groupage. C'est d'ailleurs un petit peu l'ambition, c'est de pouvoir centraliser la récupération du vide au niveau de notre zone logistique de Dixter et permettre à tout exportateur potentiel dans cet hinterland-là
de bénéficier d'une connectivité et d'un conteneur vide qui peut être chargé avec tous les moyens de manutention nécessaires. Alors nous, on va même dépasser ça parce qu'on sera en entrepôt sous douane, ce qui va permettre également que ce soit au niveau import ou export, permettre cette facilitation-là de rapprocher l'opérateur économique du port via cette installation-là. Alors, ça se transformera en dépôt intérieur de dédouanement, mais au-delà de ça, petit à petit, il faut réfléchir à installer on va dire des solutions d'appoint pour permettre justement cette notion de service ajouté et de créer de la valeur ajoutée aux opérateurs. À terme, à moyen terme, et tel que se fait dans certains pays, on va dire de référence, les États-Unis, l'Inde aussi est très très développée, on pourra aller vers la construction de créer tout un parc industriel autour de ces plateformes-là logistiques. Parc industriel qui permettent tous les éléments péri-industriels en termes de réparation, de montage, d'assemblage, de conditionnement, au-delà de ce qui permet actuellement, qui est juste un petit peu le transit portuaire avec en appoint quelques quand même opérations. Quelques exemples. On est aux États-Unis, on est à Chicago. C'est l'une des plus grandes plateformes logistiques au monde. Nous avons un espace de 1400 hectares. Nous avons 1 million de mètres carrés de bâtis. On a un réseau ferroviaire très très dense et permet vraiment à cette zone-là, de gagner en compétitivité industrielle. D'autres exemples, juste vraiment à titre de référence, là nous sommes à Anvers, c'est Nike qui est un centre logistique. Vous voyez, tout à l'heure avec la précédente image, c'est beaucoup plus la densification, la massification avec la voie ferrée. Là c'est la densification avec la voie fluviale. Vous voyez, il y a le fleuve, il y a la route qui permettent de diminuer vraiment drastiquement toutes les ruptures de charge et les surcoûts qui peuvent subvenir justement à ce transit-là. Là, nous sommes en Espagne, nous sommes à Tarragona. C'est une plateforme logistique qui est gérée par un industriel qui est Coton Nassi, qui est une société qui a été créée au XIXe siècle. Traditionnellement, elle a commencé par le coton, par le café, par le cacao. Et actuellement, c'est l'une des firmes les plus importantes en termes d'industrie pétrochimique. Il y a la route, il y a la voie ferrée, on ne va pas bien, mais c'est une plateforme également très 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 importante qui permet vraiment à cette région-là de faire valoir beaucoup d'efficacité. Je termine par, ça c'est à l'instar de la région de l'Île-de-France. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, vous avez une région qui s'appelle les Halles, où vous avez des activités très très denses en termes de commercialisation. Ils ont choisi une solution de mobilité urbaine, de décentraliser à l'extérieur de l'Île-de-France. Vous avez la plateforme de Gennevilliers, qui est au nord de l'Île-de-France, qui permet à tous les opérateurs, les grands opérateurs en termes de logistique, même en termes de distribution, tels que le groupe Carrefour, Auchan, etc., de pouvoir centraliser leurs activités à l'extérieur et créer des corridors pour desservir un hinterland très très important. À titre d'information, cette plateforme-là réalise 20 millions de tonnes. 20 millions de tonnes, c'est quasiment la moitié du trafic national algérien. À elle seule, permet d'absorber 20 millions de tonnes avec des solutions d'appoint, avec un transport fluvial, avec la Seine, avec un transport ferroviaire qui est très 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 dense également, et qui permettent juste des rapprochements à courte distance par la voie routière. Alors, quelques typologies. Vous avez des plateformes publiques. Les plateformes publiques sont dédiées à offrir un service public. Alors vous avez toutes les subordinations en termes d'affrètement, de douane, banque, assurance qui s'y greffent. Mais vous avez également la variante d'aller vers des plateformes privées. Vous avez des industriels qui peuvent faire ériger des solutions industrielles et logistiques pour permettre justement de répondre à leurs besoins d'optimisation logistique. Vous avez enfin des plateformes intégrées qui s'inscrivent un petit peu
à l'instar de Tixter, dans une logique où on veut de la mobilité, on veut de la multimodalité, on voudrait une connectivité facilitée pour permettre justement à toute une économie, pas nécessairement industrielle en particulier, de pouvoir bénéficier un petit peu de ces valeurs ajoutées en termes de services logistiques. Alors, vas-y. Les zones logistiques que compte développer le port de Béjaïa, on commence d'abord par un petit aperçu. En Algérie, ça reste quand même assez indicatif, hein, c'est pas très très fiable. Nous avons dans les 16 ports secs. La plupart sont concentrés sur le port d'Alger. Il y a 11 ports secs sur la région d'Alger. Pourquoi le port d'Alger? Parce que c'est le premier port en termes de conteneurs. C'est la première ville d'Algérie aussi, la première wilaya d'Algérie en termes de densité démographique et industrielle. Nous avons environ 90 magasins et aires de dépôt temporaire entrepôts publics et privés. Mais il y a une forme d'atomisation, parce que vous avez là en l'occurrence des petits ports secs, des petites installations, qui, je dirais, il y a celles qui sont détenues par les entreprises portuaires, à l'instar d'Alger et de Skikda, et la nôtre également, mais vous avez également des privés, vous avez même également des armateurs qui gravitent autour du port d'Alger. Alors, vas-y, encore. Alors, essentiellement, on a deux zones logistiques qui sont consacrées dans notre plan de développement. Alors, nous avons la zone de Tixter, que je vais vous présenter juste après, et nous avons la zone logistique d'Eril-Balor qui a à peine quelques centaines de mètres d'ici. Hein. Alors, la zone de Tixter, elle est actuellement de 20 hectares, avec une potentialité d'extension jusqu'à 55 hectares. Nous attendons juste les autorisations foncières de la part des domaines. Et la zone d'Eril-Balor, elle est de moins de 5 hectares, moins importante, mais elle aura également pour vocation de pouvoir soutenir les activités portuaires. Alors, tu peux revenir? Alors, en termes d'investissement, c'est des investissements sur fonds propres. Actuellement pour Tixter, nous avons pas moins de 2 milliards 700 millions de dinars dépensés, avec à terme, si on arrive à concrétiser la globalité de notre site de 55 hectares, à un investissement de plus de 12 milliards de dinars. Pour ce qui est d'Eril-Balor, nous sommes à un investissement approximatif de 1,1 milliard de dinars. Alors, la zone logistique de Tixter, bien que tout à l'heure a été introduite, elle se situe sur un endroit qui présente un potentiel très 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 élevé en matière de connectivité, puisque c'est juste à côté de la voie ferrée, c'est juste à côté de l'autoroute Est-Ouest à quelques kilomètres, c'est juste à côté de la route nationale numéro 5, c'est entre Sétif et Borj Barerich, c'est à 24 km du chef-lieu de la wilaya del Borj. Ce qui fait que ça lui confère également un potentiel très 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 élevé en matière de nodalité, puisque on est dans un espace économique et industriel très très important, avec une industrie électronique très importante, une industrie plasturgique additive très importante, agroalimentaire également très importante. Alors, au début, on devait schématiser nos 20 hectares avec cette manière-là. Et depuis qu'on a eu, on va dire, les avis favorables pour l'extension, on a redimensionné les choses et on a consacré une autre esquisse pour l'occupation des 55 hectares qui nous donnera un schéma approximatif tel que vous le voyez dans le schéma. Alors vous avez un terminal à conteneurs. Actuellement, on est à 9 hectares, mais on escompte le développer jusqu'à environ 12 hectares. Juste à côté, en bas, vous avez la voie ferrée. Nous avons un terminal ferroviaire que nous avons également investi de nous-mêmes avec notre propre capital. Vous avez deux voies de service qui permettent à un train d'environ 30 wagons de rentrer et d'être travaillé dans les conditions les plus normales. Vous avez en haut un espace de stockage d'environ 15 hectares. Cet espace-là n'est pas encore aménagé. Il y a une étude qui a été enclenchée.
On a pour vocation vraiment d'aller vers un espace qui sera dédié comme une zone d'exportation. On aura vraisemblablement implanté des entrepôts modulaires pour faire valoir un petit peu un potentiel à des industriels qui veulent bien se manifester à terme pour occuper cet espace-là, pour permettre justement de jouer cette passerelle-là entre l'espace de stockage, le terminal et la voie ferrée à tout port, parce que je vais développer un petit peu l'aspect technique tout à l'heure, à donner un potentiel logistique très important en matière d'exportation. Nous avons sur la droite de l'image un terminal homogène d'environ une dizaine d'hectares, ce qui veut dire on ne va pas le spécialiser que pour le conteneur. On va permettre nécessairement, même aux marchandises homogènes, telles que les matériaux de construction, le bois et autres, de transiter depuis cette zone-là. À terme, et en haut de l'image à droite, nous avons également l'ambition d'installer une vraie plateforme logistique intégrative, une plateforme logistique automotive. Là, on n'a pas encore lancé les études, mais dès qu'on a les autorisations foncières, je pense qu'on peut présumer à associer des bureaux d'études pour nous donner la meilleure configuration pour l'installation de cette plateforme. Nous avons également un espace d'environ 3 hectares à peu près pour permettre l'immobilisation temporaire des camions et faciliter justement le passage des camions. Alors au-delà de ça, nous avons un espace qui nous reste d'environ 2-3 hectares, si mes souvenirs sont bons, pour un espace locatif, c'est un espace foncier pour tout industriel, opérateur économique qui aimerait venir se greffer directement à cette zone logistique. Alors voilà un petit peu ce qu'on a réalisé actuellement. Nous avons un terminal d'entreposage d'environ 9 hectares,3. C'est un terminal d'entreposage qui sera dédié essentiellement aux conteneurs, mais pas que, parce que nous avons l'ambition également, je vous disais, de faire greffer d'autres types de marchandises. Vous avez des installations, vous avez un mur de clôture de 2700 mètres, vous avez de l'éclairage central, avec des mâts de 40 mètres de hauteur qui permettent un éclairage optimisé, un travail même de nuit. Vous avez des ponts bascules. Vous avez, je vous disais tout à l'heure, un terminal ferroviaire qui n'est pas encore finalisé, mais hier matin, il y a des essais qui ont été faits avec un train vide pour justement la réception d'une voie de service qui sera très très bientôt opérationnelle. Nous avons tout un quartier administratif, nous avons un réseau de lutte contre l'incendie, et j'en passe, hein, d'accord, il y a d'autres installations. À mon avis, je ne vais pas vous tarabuster avec ces détails-là. Alors, toutes les installations sont achevées, sauf l'embranchement particulier, je vous disais. Mais une voie de service est déjà quasiment opérationnelle. En termes d'offres projetées, alors nous, avec nos amis de la douane, on a un petit peu esquissé une logique d'exploitation. Alors, nécessairement, on part du principe déjà qu'il faudrait asseoir une nouvelle réglementation. Parce qu'à l'heure actuelle, les dispositions de port sec qui sont en vigueur sont plutôt contraignantes, vu la singularité, l'exceptionnalité de cette zone-là, qui est très éloignée du port. C'est pas comme les ports secs à Alger où ils sont à une vingtaine, 15 kilomètres. Ils n'ont pas la même contrainte de tracé d'évacuation que la zone logistique de Texter qui est à environ 200 km. 200 km. D'ailleurs, elle est peut-être plus proche du port d'Alger que du port de Béjaïa, d'où on a sollicité un agrément en tenant compte de certaines dérogations, justement par un rattachement à plusieurs ports. On a également demandé certaines autres dérogations, telles que la systématisation du sous-manifeste, parce que là, en l'occurrence, faire valoir l'exploitation de la zone, ça peut se faire par un seul document qui est le manifeste du navire. Mais actuellement, la réglementation nous impose un manifeste cargo, ça veut dire que c'est tout le navire qui doit être manifesté et transféré vers le port sec. Mais en l'occurrence, nous, vu cette singularité, on a demandé une systématisation d'un sous-manifeste. Ça veut dire qu'on peut se permettre d'évacuer qu'une partie du navire. On a sollicité également une autre dérogation, c'est d'exclure l'escorte douanière.
Actuellement, c'est sous escorte douanière. En ce sens, nous, on a cette casquette-là d'autorité portuaire, ce qui fait qu'il y a la logique du croire. Il faut faire confiance un petit peu au port pour faire valoir une évacuation sans douane, sans l'escorte douanière, mais en étant le responsable. Alors, comment on va évacuer? On va évacuer d'une manière multimodale, parce que la voie ferrée, on ambitionne que ce soit, on va dire, la voie la plus utilisée, mais également la route, parce que c'est une logique multimodale. Alors, selon nos informations, la SNTF vient d'acquérir des locomotives de très très forte puissance, qui permettent d'ailleurs, deux locomotives vont être dédiées à Tixter, des locomotives qui peuvent transporter jusqu'à 50 wagons pleins. Ce qui fait que nous avons déjà, avec les deux locomotives, une capacité d'évacuation de 200 conteneurs de 20 pieds. Alors, ajouter à ça la route, nous sommes dans une logique de massification. Alors, au-delà de ces aspects-là, le délai. Le délai, c'est vrai que l'article 17, je me souviens bien de la décision du directeur général des douanes du 27 mars 2011, nous impose 24 heures au débarquement de la marchandise. On a sollicité également, on va dire, une dérogation d'aller un peu plus loin pour permettre justement l'évacuation, l'optimisation, d'utiliser les moyens d'évacuation. Ça va être, on va dire, réfléchi avec l'autorité douanière pour permettre d'aller un peu plus loin que les 24 heures. Mais toujours est-il, nous, notre souci, c'est d'éviter les ruptures de charge. C'est-à-dire, nous avons dans notre stratégie, dans nos objectifs, de fluidifier le transit. Ça veut dire nécessairement, on va dans ce sens, d'évacuer très très rapidement. Mais bon, quand vous avez un porte-conteneur de 800 boîtes, c'est pas évident. Alors, on a sollicité également cette dérogation-là. Alors, transfert direct, ça peut être même peut-être sous ballon, dans certaines on va dire, conditions, d'évacuer la marchandise sur Tixter et permettre toutes les opérations de contrôle aux frontières au niveau de ce site. Quelques photos, voilà une vue du terminal avec les mâts d'éclairage de 40 mètres hauteur. Vas-y, quelques photos, ça c'est le mur de clôture, vas-y. Voilà les mâts. Voilà notre administration. Alors, on a toute une installation qui sera dédiée au service de contrôle aux frontières avec une installation de R+1 d'environ 40 bureaux, avec des commodités d'appoint, avec des bureaux, des climatisés, avec une connexion à une ligne spécialisée, la ligne SIGAD, avec des ordinateurs, avec du mobilier, avec même l'installation de la DCP et des services phytosanitaires, phytovétérinaires dans un seul immeuble. En fait, ça va revêtir un petit peu la notion de guichet unique. Vous avez notre installation qui sera dédiée à l'EPB, à ses partenaires tels que BMT. Voilà une autre vue. Les ponts bascules et la voie ferrée. Ça, c'est l'entrée du terminal de notre installation extraportuaire. C'est l'entrée qui sera dédiée aux marchandises. Vas-y, bien. Juste une photo de l'installation. Là, en l'occurrence, c'est une prise de vue de la salle de saisie qui sera, on va dire, utilisée par les transitaires. C'est au niveau du guichet unique, au niveau de la douane. Alors, en termes d'impact logistique du projet, alors, au-delà bien sûr de la décongestion du port, au-delà de l'augmentation de la capacité de réception, au-delà de l'augmentation de notre interland, on s'articule autour d'une solution structurée, une solution qui a pour vocation de créer tout un dispositif logistique, un dispositif d'exception pour permettre justement de soutenir les performances du port de Béjaïa, mais pas que le port de Béjaïa. Pas que le port de Béjaïa. Nous aurons à faire valoir de créer un axe de service, un service multimodal. Vous avez la mer, vous avez la route, vous avez la voie ferrée, pour justement permettre le transfert de ces ruptures de charge, leur diminution au niveau du port, et les transférer justement au niveau de la zone logistique de Tixter. Alors là, en l'occurrence, on s'installe dans quoi? On s'installe
dans une dotation aux opérateurs économiques d'une facilité, d'un moyen de soutenir leur logistique, leurs moyens de distribution, et leur permettre justement de gagner en compétitivité. D'ailleurs, tout à l'heure, M. Achour a fait valoir là, cette problématique-là de coûts à l'import et à l'export, des coûts logistiques qui sont exorbitants, qui sont très très importants. Les surestaries, la congestion, il y a des gens qui nous ont alertés, qui nous disent que ça dépasse les 4 milliards de dollars de surestaries. Déjà, je dirais que si ça dépasse 100 millions, c'est déjà énorme, hein, c'est très élevé. Nous faisons beaucoup moins bien en termes de performance logistique que les amis marocains, que les amis tunisiens. Alors, quand je disais tout à l'heure, ma présentation va dans ce sens de vouloir stimuler les consciences, c'est pour dire que nécessairement il faudrait réussir ce défi-là, de créer cette logistique d'exception. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Tout seul, on ne peut pas y arriver, ça c'est sûr. On met les moyens, on investit, mais tout seul, on ne peut pas y arriver. S'il n'y a pas une volonté collective, une intelligence collective, vous avez tout à l'heure de parler de réseautage, oui. S'il n'y a pas cette aspiration-là à travailler ensemble, à créer des solutions pratiques, il ne faut pas, d'accord, il faut pas que ce soit fallacieux, il ne faut pas imaginer, il faut vraiment être en réponse au monde de l'économie. On aura certainement beaucoup plus de difficultés, on n'aura qu'à transférer les problèmes du port au niveau de ces zones-là. Or que, on veut s'installer vers des solutions, des facilitations, et créer les conditions et les conjonctions favorables à réussir cette logistique. Ça veut dire qu'on va devoir nécessairement aller vers l'intégrabilité. Alors je termine, voilà ma dernière diapo. C'est des notions peut-être académiques, mais également très très pratiques. Mobilité, répartition de l'espace, infrastructure, multimodalité, plateforme logistique, hub, performance, compétitivité. C'est des choses qui doivent, on va dire, rentrer dans nos mœurs. C'est des choses c'est des concepts qu'on doit faire valoir. Alors chacun doit nécessairement jouer un rôle particulier pour l'émergence de cette notion-là, d'optimiser un petit peu toutes ces notions-là. On doit nécessairement s'installer vers une gouvernance régionale, nationale et locale, avec une meilleure, on va dire, répartition dans l'espace. Là, la zone logistique du Dixter, justement, elle se trouve dans un bassin, je vous disais, très actif, un bassin à 190 à 200 km du port. Il permet la jonction directement avec tous les ports voisinants, port d'Alger, port de Gigel, port de Béjaïm, mais pas que, hein. Avec l'autoroute Est-Ouest, ça nous permet d'aller vers rattacher même à Oran, hein, pourquoi pas. Tout en sachant qu'il y a des aspects déstructurés, il ne faut pas avoir honte de le dire. Par exemple, les routes méritent certainement d'être réhabilitées, améliorées. L'Algérie, quand même, elle a un parc véhicule de plus de 5,4 millions de véhicules, dont 500 000 poids lourds, avec des routes qui n'arrivent pas à subvenir à ce besoin-là de mobilité. Alors d'où nécessité d'externaliser, d'où nécessité d'aller vers ces solutions-là. Le cabotage national également, pourquoi pas? Cabotage national, on a des autoroutes maritimes gratuites, pourquoi ne pas y réfléchir avec des petites installations au niveau du port, hors douane, hors zone sous douane, qui permettent la réception des navires dans le cadre d'un cabotage national, chose qui existait déjà dans les années 70 chinois. Avec le réseau ferré. Le réseau ferré, à l'indépendance, nous avions plus de 5000 km d'un réseau ferré. Actuellement, on n'exploite que moins de 3000. Pourquoi ne pas redensifier un petit peu également la voie ferrée, tout en sachant qu'il y a actuellement à peine 2% des marchandises est absorbée par la voie ferrée. Bon, il y a des objectifs stratégiques de faire élever ça jusqu'à 20%. On espère vraiment que la zone logistique d'Ixter soit l'impulseur, d'accord, de ce transport massifié des marchandises par voie ferrée. Alors je termine par ma conclusion
Quelle heureuse coïncidence, et vous me permettez, M. Hachol, de le dire. On a inauguré la zone logistique de Tixter le 22 mars passé, et ce matin, le directeur général des douanes a signé l'agrément. Ça veut dire qu'on a le bonheur et le plaisir de vous annoncer que dès dimanche, la zone logistique Tixter est opérationnelle. Et je vous remercie.